en durée et d'autres qui sont potentiels d'action longs, mais brefs en durée. Potentiels d'action rapides et longs sont produits dans les cellules de travail et dans les fibres de Purkinje. Les cellules de travail ne présentent pas d'automicité et elles manquent une dépolarisation spontanée jusqu'à ce qu'un seuil de production d'un potentiel d'action. Ils ne peuvent pas générer de elles-mêmes un potentiel d'action. Par contre, les Purkinje fibers ou fibres de Purkinje ont un potentiel d'action rapide et long, comme les cellules de travail, mais elle a aussi un faible degré d'automaticité. Le potentiel d'action est initié par un courant de sodium très important produit par l'ouverture de canaux de sodium qui sont voltage dépendants. La dépolarisation produite par l'ouverture des canaux sodiques stimule l'ouverture des canaux calciques de type L, c'est-à-dire long, ce qui produit un long plateau du potentiel d'action pendant lequel le calcium pénètre dans le myocyte et contribue à la contraction du muscle. Donc, en gros, c'est ça ce qui se passe dans les différentes phases. Un courant de sodium important qui va produire et initier le potentiel d'action, suivi par un courant de calcium qui, lui, va entraîner le plateau avec aussi l'influx de potassium, pendant lequel le calcium pénètre enfin dans le myocyte et contribue à la contraction du muscle. Par contre, des potentiels d'action longs et brefs, c'est différent. Ce sont les cellules qui présentent l'automacité. Leur potentiel membranaire n'est jamais constant et il se dépolarise spontanément vers le seuil pour produire un potentiel d'action. La grande différence, c'est qu'avec ce potentiel d'action, il est responsable ou dispensable d'un flux de calcium plutôt qu'un flux de sodium. Les canaux sodium voltage dépendant ne sont pas impliqués dans ce potentiel d'action. Et les cellules qui ont ce genre de potentiel d'action ont le critère d'automaticité et donc ils peuvent toujours générer leur potentiel d'action sans être stimulés par l'extérieur. Donc, on a les 5 phases de potentiel d'action cardiaque. Phase 4, c'est la phase de repos. Donc, ce schéma va nous montrer ces différents mécanismes de flux des ions vers les canaux dans la cellule et à l'extérieur de la cellule pour former les différentes phases du potentiel d'action. Phase 4, c'est la phase de repos. Donc, en détail, qu'est-ce qui se passe? Le potentiel de repos dans un cardiomyocyte est de moins 90 millivolts en raison d'une fuite constante du potassium. On a dit que cette fuite va toujours entraîner un PTM négatif. Les canaux sodiques, les canaux de calcium sont fermés au repos. Et là, la membrane, elle est à moins 90 millivolts de voltage ou de tension. Puis commence la phase 0, où un potentiel d'action est déclenché lorsqu'une cellule cardiomyocyte voisine ou un stimulateur cardiaque fait monter le PTM au-dessus de moins 90. C'est-à-dire, les canaux rapides du sodium vont commencer à s'ouvrir et par à part, la fuite du sodium dans la cellule va augmenter le PTM. Au lieu de moins 90, il sera à moins 70. À moins 70, c'est le potentiel seuil dans lequel tous les canaux du sodium vont être ouverts, et c'est-à-dire le point auquel suffisamment de canaux de sodium rapide seront ouverts pour générer un courant de sodium. Et donc, cette monte aiguë et rapide du potentiel d'action ou de la tension intermembranaire. Ensuite, commence cette petite pointe-là. Les canaux de calcium type L, c'est-à-dire ouverture lente et longue, s'ouvrent lorsque le PTM est supérieur à moins 40 et provoquent un apport faible mais constant
de calcium. Donc, le sodium commence à entrer, un peu de calcium aussi. À ce moment, puisque l'entrée de sodium et du calcium, on a trouvé un PTM à 0. Le sodium dépolarise rapidement le PTM à 0 et légèrement au-dessus de 0, ce qu'on appelle le dépassement ou le overshoot, fermeture rapide des canaux sodium en fonction de temps, parce qu'on a dit que ces canaux sont réglés par le temps. C'est un règlement temporaire en fonction du temps. Fermé, et du coup, là, on a le PTM qui commence à être légèrement positif, mais avec encore une fois un afflux de potassium en dehors de la cellule. On va voir que le PTM va retourner à 0. Et là, c'est le commencement de la phase 1 ou la repolarisation précoce. Le responsable ici, c'est le mouvement des ions positifs du potassium en dehors de la cellule avec un influx de calcium dans la cellule, ce qui a rendu la tension à 0. Puis, ces deux influx sont équilibrés, sortie de potassium, entrée de calcium, et là, c'est la phase de plateau. Calcium de type L sont encore ouvertes, où il y a un petit courant entrant constant de calcium. Cela devient significatif dans le processus de couplage, excitation, contraction. Le potassium s'échappe par son gradient de concentration à travers les canaux potassium de redresseur retardé. Ces deux contre-courants sont électriquement équilibrés et le PTM est maintenu à un plateau juste au-dessus de 0 pendant toute la phase 2. Puis, on commence la troisième phase de repolarisation. Le responsable ici, c'est le potassium. Les canaux de calcium sont fermés. L'écoulement persistant de potassium dépassant maintenant l'afflux de calcium ramène le PTM encore une fois vers un potentiel de repos qui est à moins 90 où on a commencé la phase 4 pour préparer la cellule à un nouveau cycle de dépolarisation. Les gradients normaux de concentration ionique transmembranaire sont restaurés en renvoyant les anneaux, les ions de sodium et calcium vers l'extérieur de la cellule et les ions de potassium vers l'intérieur de la cellule. Et là, c'est un processus actif réglé par les échangeurs de sodium, calcium ATP et le sodium-potassium ATPase. Et on retourne à une phase 4 qui est la phase de repos. Là, la cellule, encore une fois, est prête pour faire un autre potentiel d'action et une conduction. La question importante se pose là, qu'est-ce qui cause que la transition dans une cellule pendant la phase 4 va aller vers la phase 0 et commencer un potentiel d'action? Et la réponse, c'est les jonctions laculaires ou les gap junctions dans cette cellule, qui sont des jonctions entre les cellules qui vont comme stimuler les cellules voisines pour recevoir la stimulation des cellules pacemaker ou stimulateurs. Là, on compare encore une fois les différents types de potentiel d'action où les pacemakers, les cellules de pacemaker ont une action qui est plutôt long mais court et d'autres qui est beaucoup plus rapide mais beaucoup plus long en durée. Dans ce type différent, dans les cellules comme les cellules du nœud sinusal ou le nœud AV qui ont une automaticité importante et on va comprendre pourquoi ils ont cette critère. Ces cellules n'ont pas de canaux sodiques de voltage dépendant. Et les canaux calciques de type L,
c'est eux les responsables, quand ils sont activés plus lentement avec la dépolarisation, de faire monter le potentiel d'action et de produire la phase initiale de la potentiel d'action. Par contre, puisqu'ils sont lentes, cela se produit par une montée plus lente du potentiel d'action. Phase 1 et 2 dans ces cellules est vraiment pas développée et il manque phase 1 et 2. Comme on voit, on n'a pas de plateau là, comme on voyait dans les cellules de travail. Phase 3, la repolarisation du potentiel de membrane est produite toujours par l'ouverture des canaux potassiques qui sont voltage dépendants. Et finalement, phase 4, où le potentiel de membrane, là, la différence, comme vous voyez, là, on a une ligne plate ou flat, là, on a une ligne qui est toujours en activité, puisqu'il y a une dépolarisation spontanée du potentiel de membrane vers le seuil de production d'un potentiel d'action suivant par l'ouverture des canaux calciques de type L. Donc, toujours, ces cellules sont en état de déséquilibre, ils ne sont jamais en repos et c'est pourquoi ils ont cette caractéristique d'automaticité. La phase 4 est la principale déterminante de l'automacité et de la fréquence cardiaque. Pendant cette phase, il y a un courant de fuite qui permet du sodium d'entrer dans la cellule. Et c'est ce courant de sodium qu'on appelle le courant Fanny en anglais, ou Fanny parce qu'il se comporte de façon différente des autres courants. Cette fuite de sodium dans la cellule, à travers ces canaux, dépolarise progressivement le potentiel de membrane jusqu'à un seuil d'ouverture des canaux calciques de type L. Donc, c'est cette fuite de sodium dans ces cellules, caractéristique de ces cellules pacemaker, qui fait qu'à un moment, va changer le potentiel de la membrane jusqu'à un seuil d'ouverture des canaux calciques et donc entraîner un nouveau action potentielle. C'est ainsi qu'une cellule de stimulateur cardiaque effectue la transition pendant la phase 4 vers la phase 0. Voilà. Plus le courant Fanny est grand, plus le taux de dépolarisation. Si on peut faire les microphones, s'il vous plaît. Voilà. Plus le courant Fanny est grand, plus le taux de dépolarisation spontanée est rapide pendant la phase 4. Plus le courant Fanny est petit, plus le taux de dépolarisation spontanée est lent et donc le rythme est plus long. Et c'est ça qui va nous expliquer pourquoi le sinus, le nœud sinusal est affecté par la stimulation vagale ou stimulation sympathique. Parce que la taille du courant Fanny est augmentée par l'activation de l'adénylcyclase, soit à la suite d'une augmentation de l'AMPC ou cyclique au canaux Fanny, soit par phosphorylisation des canaux finis par la protéine kinase A. Et donc, comme on sait, le mécanisme fondamental de la régulation de la fréquence cardiaque, c'est par les récepteurs bêta-adrénergiques qui sont stimulés par le norépinéphrine ou le épinéphrine, qui va augmenter la AMPC, qui va peut-être activer le PKA cyclase et donc va augmenter le courant Fanny et donc accélérer le rythme cardiaque. D'une manière contraire, l'effet du récepteur muscarénique qui est stimulé par l'acétylcholine va diminuer l'AMPC, diminuer l'activation et la phosphorylation par PKA et donc diminuer le courant et le flux Fanny et ralentir la fréquence cardiaque. Et du coup, par cette caractéristique d'automaticité, on a le nœud sinusal qui a une automaticité normale de 60 à 100, moins le nœud atrioventricule de 40 à 60, et le nœud ou les fibres Purkinje qui ont une automaticité de 20 à 40 bas par minute.
D'accord, donc pas de phase de dépolarisation rapide, toujours en instabilité. On a plusieurs phases dans les potentiels d'action de myocytes de travail ou contractrices et d'autres phases plus courtes dans les cellules pacemaker. Un autre point clé sur la physiologie cardiaque, c'est la contraction synchrone. Tous les cardiomyocytes, y compris les cellules du stimulateur cardiaque, sont couplés électriquement par des jonctions lacunaires. Un potentiel d'action dans une cellule va entraîner une dépolarisation dans toutes les cellules voisines, permettant aux cavités cardiaques d'agir comme une seule unité. La dominance, ça c'est un concept important où la cellule avec le taux inhérent d'activité de stimulation cardiaque le plus élevé va déterminer donc également la fréquence cardiaque. Car toutes les autres cellules du stimulateur cardiaque seront dépolarisées et rendues inactives par ce stimulus le plus rapide. Un autre concept, c'est la réactivité. Et en fait, c'est le taux de dépolarisation du potentiel de membrane pendant la phase 0. Le plus on a une réactivité, le plus on a une cellule qui est prête à faire son action potentielle et de se repolariser le plus rapide possible. Les cellules de travail et les fibres de Purkinje ont une très grande réactivité en raison de la présence de nombreux canaux sodium voltage dépendants. Et comme on a vu, c'est le sodium qui est responsable de cette phase 0. Et donc, une conduction très rapide, une action de potentiel très rapide. Et donc, tout ça, ce sont des mécanismes faits pour rendre le cœur se contracter comme une seule unité d'une façon unidirectionnelle qui va rendre le cœur fonctionner d'une façon normale. Un autre concept, c'est le seuil de pointe, le threshold, quoi. Le potentiel de membrane auquel un potentiel d'action est déclenché. Et comme on a vu, c'est à moins 70 que les cellules de travail ont cette seuil de pointe pour réagir à une action de potentiel et donc une contraction. Augmenter le seuil correspond à rendre le potentiel de membrane seuil plus dépolarisé et donc plus difficile à atteindre. Et c'est ça, cet critère qu'on joue avec ou on utilise avec nos différents médicaments anti-arythmiques pour rendre les cellules plus difficiles à être stimulées, plus difficiles à capter et donc plus dépolarisées et moins arythmiques. Finalement, la vitesse de conduction, c'est la vitesse de propagation d'un potentiel d'action qui dépend de la densité des canaux transportant les différents courants entre et le seuil de pointe. Comme on sait, les fibres de Purkinje ont la vitesse de conduction la plus élevée. Ceci est important car les régions des ventricules proches de l'apex du cœur, le sommet du cœur, doivent se contracter en premier, ou du moins pas plus tard que les régions plus proches des valves aortiques et pulmonaires. Donc, c'est le sommet qui va se contracter plus précocement ou minimum au même moment que la base. Sinon, il y aura bien sûr une sorte d'obstruction. La conduction à travers les faisceaux et les branches des fibres de Purkinje aide à coordonner cela puisque ce sont les fibres qui ont la vitesse la plus rapide de conduction et le sommet est très riche par ces fibres. On a une séquence définie de dépolarisation. Comme on sait, c'est le nœud sinusal ou sinoatrial qui initie l'activation électrique. L'impulse va se propager vers le tissu auriculaire jusqu'au nœud AV. Il n'y a pas de connexion électrique directe entre les chambres auriculaires et ventriculaires autre que par le nœud AV en physiologique, quoi. Car le tissu fibreux entoure les valves tricuspides et mitrales et il est imperméable à ces stimulations.
Le nœud AV permet un délai de conduction très court, car il est composé de fibres conductrices plus lentes. Cette pose a deux objectifs. Bien sûr, laisser le temps aux oreillettes de se contracter et se vider complètement avant la stimulation ventriculaire, et permet au nœud AV d'agir comme un filtre, comme un contrôleur d'accès, limitant la transmission de stimulation ventriculaire lors des arythmies auriculaires anormales très rapides. Et donc, c'est un filtre de sécurité. Après avoir traversé le nœud AV, l'impulsion se propage dans le faisceau à conduction, vers le IS, vers les branches de faisceau, jusqu'au feu de Purkinje, et donc une contraction synchronisée avec précision des ventricules. Et c'est ces différents canaux ioniques, bien sûr, les canaux sodiques ou de sodium, de calcium, de potassium, mais en fait, on a des sous-types de chacun de ces canaux. Par exemple, les canaux sodium, ils ont plus de 5 différents gènes d'expression pour leur partie alpha. On a différents sous-types ou sous-classes de ces canaux et c'est leur malfonction qui en gère beaucoup de syndromes et de arythmies qu'on connaît. Par exemple, une perte de fonction des canaux sodiques 1.5, c'est la cause de 20% de Bourgada. La gaine de fonction de ces anneaux, c'est une des causes de syndrome de longue QT de type 3. Ainsi de suite pour les différents types de canaux. Et bien sûr, puisque ces types de canaux, il existe dans le cœur et il existe aussi dans d'autres organes du corps, on a parfois des syndromes congénitaux qu'on peut identifier. Par exemple, le syndrome de Timothy ou le syndrome où il y a un problème dans les canaux avec une possibilité de mort subite, de longue QT, avec des patients qui ont un autisme ou un développement neurologique abnormal, puisque ces canaux calciques se trouvent aussi dans le cerveau. Par exemple aussi, les patients nés sourds congénitalement avec un long QT du syndrome de Gerbel, de Gerbel et Lange-Nielsen. Des différents syndromes, voilà. Donc, des différents syndromes qu'on peut identifier selon la malfonction ou bien une perte de fonction ou bien une forte gaine de fonction qui va gérer et générer ces différents syndromes et pathologies. C'est aussi ces canaux qu'on utilise avec les différentes classes de notre schéma de Wengerberg, des différentes classes des médicaments antiarythmiques pour gérer les différents arythmies. Et donc, c'est par comprendre le mécanisme et le fonctionnement physiologique de ces canaux qu'on comprend ces différents mécanismes de syndrome d'arythmie et de médicaments antiarythmiques. Et on a une présentation dédiée pour ce sujet très important et c'est intéressant de la voir, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, le couplage, un autre concept clé, c'est le couplage d'excitation-contraction qui représente le processus par lequel un potentiel d'action électrique conduit à la contraction des cellules du muscle cardiaque. Ceci est réalisé par la conversion d'un signal chimique en énergie mécanique par l'action de protéines contractiles et cela est géré par le calcium. Un point très important, c'est de comprendre les différentes périodes réfractaires. Et c'est quoi? C'est donc la période de temps pendant laquelle le seuil de production d'un potentiel d'action est augmenté. Pendant une période réfractaire absolue,
un potentiel d'action ne peut pas être produit quelle que soit la taille du stimulus. Donc là, la cellule est totalement inerte, elle ne peut pas être activée quelle que soit la taille du stimulus. Pendant une période réfractaire relative, un potentiel d'action peut être produit, mais le stimulus doit être plus grand que la norme. Le caractère réfractaire est produit par l'inactivation des canaux de sodium et de calcium. La période réfractaire se termine par l'activation des canaux potassiques ou de potassium et l'hyperpolarisation vers le potentiel de membrane au repos. Comme on a vu avec le potentiel d'action, c'est à la fin de la phase 3, et pour arriver à la phase 4, le responsable ici sont les canaux de potassium qui vont rendre encore une fois la cellule prête à son action de potentiel prochain. La durée de la période réfractaire est déterminée principalement par la durée de potentiel d'action, car un myocyte doit se repolariser pour se rapprocher du potentiel membranaire au repos pour retrouver son excitabilité. Le moyen le plus direct d'augmenter la période réfractaire est de bloquer donc les canaux de potassium. Ainsi, rendre la cellule plus difficile à trouver son point de repos ou sa excitabilité, encore une fois, et de retarder la repolarisation au potentiel de membrane au repos. La réfractaire dans le tissu cardiaque aide à assurer une propagation, comme on a dit, unidirectionnelle des potentiels d'action à travers tout le système cardiaque, de la même manière que la réfractaire assure la propagation d'un potentiel d'action dans une seule direction dans les axones neurologiques. Ainsi, il est essentiel pour la contraction coordonnée des myocytes cardiaques. Donc, parlons électrophysiologique, c'est la période réfractaire est définie comme le temps depuis la phase 0, où la cellule est totalement inactive ou excitable, on va dire, elle est active bien sûr, jusqu'à la prochaine dépolarisation possible d'un myocyte. C'est-à-dire une fois que suffisamment de canaux sodium rapide ont récupéré. Les cardiomyocytes ont une période réfractaire plus longue que les autres cellules musculaires, étant donné le long plateau des canaux lentes de calcium, la phase 2. Il s'agit d'un mécanisme physiologique laissant suffisamment de temps au ventricule pour se vider et se remplir avant la contraction suivante. Et là, on peut voir les différentes périodes réfractaires sur le schéma du potentiel d'action. De la phase 0, là, il est prêt, on peut le stimuler et la cellule est prête. Là, la cellule est devenue inerte à tout stimulus et là, c'est une période réfractaire absolue. Donc, PRA, la cellule est complètement inexcitable à un nouveau stimulus, quelle que soit sa taille. Période réfractaire effective, c'est toujours l'ARP, ou la PRA, ou la période réfractaire absolue, plus un court segment de la phase 3 au cours duquel un stimulus peut provoquer une dépolarisation minimale de la cellule, mais qui ne va pas se traduire à un potentiel d'action propagé, c'est-à-dire que les cellules voisines ne se dépolarisent pas. Par contre, on arrive à partir de ce segment de la phase 3 à une période réfractaire relative, c'est-à-dire un stimulus supérieur à la normale dépolarisera la cellule et provoquera un potentiel d'action. Et finalement, la période supranormale ou la période hyper-excitable pendant laquelle un stimulus même plus faible que la normale va dépolariser les cellules et provoquer un potentiel d'action. Les cellules de cette phase sont particulièrement sensibles aux alérythmies lorsqu'elles sont exposées à un stimulus inapproprié. Donc, les différents types de périodes réfractaires, c'est en jouant avec
ces différentes périodes par nos médicaments antiarythmiques en les prolonguant, en bloquant quelques canaux ici ou là, qui va allonger cette période, surtout absolue et effective, pour rendre la cellule moins arythmogénique. On arrive à les différents mécanismes des arythmies. Et on a ces trois types principaux avec deux sous-types du type 3, l'automacité anormale, la réentrée et l'activité déclenchée, ou en anglais la triggered activity, ou bien précoce ou bien retardée. Automacité, donc on a dit que quelques cellules, comme on a, j'espère bien compris, ont cette critère d'automacité, mais pas les autres. Et une automacité normale, c'est similaire à une automacité des cellules normaux du nœud sinusal. Par contre, elle peut être causée à des cellules qui ne devaient pas avoir cette caractéristique par des modifications des canaux ioniques cellulaires, dues ou bien à des médicaments comme une intoxication par le digoxine ou des modifications de l'environnement électrotonique par exemple, un infarctus de myocarde. Un phénomène important dans l'automacité est la suppression de la surmultiplication, ou ce qu'on appelle le overdrive suppression. Dans la suppression de surmultiplication, l'automacité des cellules est réduite après une période d'excitation à haute fréquence, et ça est expliqué par une activité accrue de la pompe sodium-potassium, qui se traduit par un influx accru de sodium, induisant ainsi une hyperpolarisation et donc moins d'excitabilité et cession de cette automaticité. Le deuxième mécanisme peut être la réentrée. Le mouvement de réentrée ou de cirque est un mécanisme multicellulaire d'arythmie. Les critères importants pour le développement de la rentrée sont une voie circulaire avec une zone dans ce cercle de bloc unidirectionnel et un déclencheur pour induire le mouvement de rentrée. Donc, un circuit circulaire, une zone de bloc unidirectionnel et un stimulus ou un déclencheur pour induire le mouvement. La réentrée peut survenir lorsqu'une impulsion, probablement précoce, qui rentre dans le circuit, suit le schéma circulaire et conduite par un chemin unidirectionnel à conduction lente. Pendant que le signal est dans cette voie, le myocarde environnant ou voisin va se repolariser et il sera prêt à être stimulé encore une fois ou excité encore une fois. Si le myocarde environnant a récupéré de l'état réfractaire, l'impulsion qui va sortir de la zone de bloc unidirectionnel peut réactiver ce myocarde récupéré. Et ce processus peut se répéter et former ainsi la base d'une tachycardie de réentrée. Une conduction lente, une courte période réfractaire facilite la réentrée. J'espère que c'est clair. C'est la raison du bloc unidirectionnel peut être ou bien anatomique, donc ce schéma peut être anatomique, comme on le voit dans le flotteur auriculaire ou dans le nœud auriculo-ventriculaire, le nœud AV, ou les tachycardies par voie accessoire, ou fonctionnel. On n'a pas un circuit anatomique avec les critères pour faire une réentrée, mais plutôt pathologie qui a été formée par exemple, une ischémie myocarde ou une combinaison des deux. La rentrée se produit lorsqu'un potentiel d'action, on explique encore une fois parce que c'est un des mécanismes les plus importants de la tachycardie ou des arythmies. Lorsque un potentiel d'action réémerge dans un tissu normal, lorsque ce tissu n'est plus réfractaire, cela se produit, un nouveau potentiel d'action est généré prématurément et un schéma circulaire et répétitif d'activation précoce peut se développer, ce qui conduit à une tachycardie.
Si la période, et donc là, comment on peut arrêter ça? Si la période, bien sûr, par l'ablation, par ablater cette voie lente et donc ne plus avoir ce circuit, ou si on parle d'une façon sur les mécanismes physiologiques ou pathologiques, si on allonge la période réfractaire du tissu normal, alors le potentiel d'action réémergent de cette voie lente peut trouver le tissu normal réfractaire et donc une activation prématurée n'est pas produite. D'accord? Le troisième mécanisme, c'est l'activité déclenchée ou triggered activity. L'activité déclenchée est la dépolarisation d'une cellule déclenchée par une activation précédente en raison de post-dépolarisation précoce ou retardée. Le potentiel de membrane se dépolarise et lorsqu'il atteint un potentiel seuil, active la cellule. Donc, ces postes, donc, je relis cette phrase importante. L'activité déclenchée, c'est la dépolarisation d'une cellule déclenchée par une activation précédente. Ces post-dépolarisations sont des dépolarisations de potentiel de membrane initiées par le potentiel d'action précédent. Selon la phase du potentiel d'action dans laquelle elles apparaissent, elles sont définies comme précoces ou tardives. Une perturbation de l'équilibre influx et efflux des ions pendant la phase plateau 2 et 3 du L, ou le potentiel d'action, est responsable des dépolarisations précoces. Plusieurs courants ioniques peuvent être appliqués dans la forme de dépolarisation précoce. Elles peuvent se développer dans la cellule avec une durée accrue de la phase de dépolarisation du potentiel d'action, car la phase de plateau a été prolongée, quel que soit le mécanisme qui l'a prolongée. Sinon, la disparité dans la durée du potentiel d'action des myocytes peut déstabiliser la phase de plateau, car le biais de courant dépolarisant adjacent. Par contre, la tardive ou l'activité déclenchée post-dépolarisation retardée se produit après que la cellule a récupéré après l'achèvement de la dépolarisation. Post-dépolarisation retardée, une manipulation anormale du calcium, puisque c'est l'ion responsable de ces phases, est responsable dû à la libération du calcium à partir du stockage du calcium dans le réticulum sacroplasmique. L'accumulation de calcium augmente le potentiel membranaire et dépolarise la cellule jusqu'à un seuil, créant ainsi un potentiel d'action. Un des mécanismes qu'on connaît, c'est une fréquence cardiaque élevée peut entraîner cette accumulation de calcium. Donc, chez ces patients, on voit toujours de l'arythmie qui arrive après un exercice important ou voilà. Donc, ce sont les différents mécanismes de l'arythmie. C'est ce qui représente nos outils comme électrophysiologistes. On a tous nos outils, c'est de régler ces différentes phases de potentiel d'action ou action de potentiel, ce qui va changer les différentes périodes réfractaires ou bien jouer ou régler l'automaticité abnormale des cellules. Et cela, on le fait par nos médicaments ou dans le labo par tester ces différents mécanismes par les différentes manœuvres qu'on va revoir dans notre présentation sur les bases de l'étude électrophysiologique standard. Donc, le nœud AV, il a quelques critères électrophysiologiques très importants qu'il faut comprendre pour tester pendant l'étude électrophysiologique. Le nœud AV fait partie de l'axe de conduction en vertu de sa propriété unique de conduction décrémentale. Donc, il a une conduction
décrémental ou décrémentiel, le nœud AV retarde l'impulsion provenant des oreillettes, permettant ainsi au ventricule de rester en diastole, offrant un temps de remplissage ventriculaire suffisant. Cette propriété de conduction décrémentale permet également de protéger les ventricules des rythmes très rapides lors d'une fibrillation auriculaire, par exemple. Donc, ça, c'est une des critères les plus importantes. Il va retarder les impulses et ce retard va augmenter de plus en plus le plus que la fréquence cardiaque est augmentée. Hani, tu as un problème? Oui, je pense que ça a coupé, non? Attends, docteur. Là, c'est bien. Je trouve les slides. Yeah. السلايد حضرتك شايفاه؟ Électrophysiologie de node AV. Très bien. Le nœud AV, donc, fait partie de l'axe de conduction. Donc, j'espère que vous avez entendu ce dernier, le dernier mot sur la propriété de conduction décrémentelle. C'est-à-dire, le nœud AV va retarder l'impulsion provenant des oreillettes, permettant ainsi au ventricule de rester en diastole. Donc, c'est ce retard qui va arrêter ou filtrer les impulses qui viennent des auricules. Le nœud AV compact est situé à la base du septum auriculaire dans le triangle de corps, comme on a vu l'autre jour avec la présentation sur l'anatomie. Il peut être considéré comme composé de deux zones, une transitoire et une compacte. La zone transitoire est constituée de cellules transitoires, ainsi appelées parce qu'elles sont intermédiaires en morphologie et en fonction entre les cellules nodales compactes, qui font la fonction principale, et les myocytes auriculaires. Cette zone de cellules transitionnelles enveloppe le nœud AV, servent de connexion entre le myocarde auriculaire et le nœud compact. En effet, le mécanisme sur qui est basée la conduction décrémentale ou décrémentielle du nœud AV n'est pas entièrement compris. Ça peut être un changement, il y a deux hypothèses principaux, ou bien avec plus de fréquence cardiaque, il y a un changement dans le seuil de potentiel d'action de propagation, ou une autre hypothèse que le seuil de potentiel d'action de propagation est constant, mais ce sont les caractéristiques des segments ou jonctions lacunaires ou les gap junctions entre les cellules qui changent de caractère pour faire à retarder de plus en plus la stimulation rapide provenant du nœud sinusal ou des oreillettes vers le nœud AV. Une autre nature de ce nœud, et c'est le dernier point duquel je veux vous expliquer sur la physiologie appliquée, c'est la bimodalité, la dual nature du nœud AV. Et c'est bien sûr le mécanisme de la tachycardie nodale réentrante auriculo-ventriculaire, ou en anglais le AVNRT. C'est la forme la plus courante de tachycardie supraventriculaire régulière chez l'homme et elle représente sous forme d'une tachycardie complexe étroite régulière sur l'ECG. Elle peut être typique ou atypique en fonction de l'emplacement de la déviation auriculaire entre les complexes consécutifs. On pense que cela reflète la direction de l'excitation réentrante avec le circuit nodal AV. Et c'est un des exemples les plus évidents du mécanisme de rentrée de la tachycardie et de l'arythmie.
on aura un cours ou une présentation dédiée pour ce genre de tachycardie, mais j'ai vu que c'est intéressant de voir la physiologie et la nature bimodale de ce nœud qui fait que on a ce genre de tachycardie. Et c'est une des notions appliquées ou pratiques de la physiologie en électrophysiologie. Donc, l'idée, c'est, on a donc le circuit unidirectionnel, on a une voie rapide, on a une voie lente. La voie rapide, elle est rapide, mais elle revient au repos ou elle se repolarise d'une façon plus lente. Elle a une période réfractaire plus longue, donc. Par contre, une voie lente qui est plus lente en conduction, mais qui a une période réfractaire ou qui va retrouver son repos à une durée plus rapide ou plus courte. N'importe quel stimulus venant de l'auricule probablement prématuré, il doit être prémature, qui va trouver ce circuit qui est anatomical en fait ou physiologique. Il va retrouver la voie rapide en période réfractaire. Il va retrouver donc son chemin vers la voie unidirectionnelle lente. En arrivant là, il va, puisque ça a été long, ça a donné le temps pour la voie rapide de regagner son état de repos. Et là, elle est prête pour la conduction et pour l'excitation de ce stimulus à arriver. Et donc, elle va monter encore une fois en haut et ainsi de suite avoir un circuit qui a ingéré ou qui a généré ce type de tachycardie typique, lente, rapide de tachycardie intranodale. Encore un autre exemple de la binodalité ou de la nature bimodale du nœud AV, c'est en fait quand on a une tachycardie paroxystique de fibrillation auriculaire et difficile à gérer médicalement ou par voie pharmacologique, c'est en fait la voie lente qui récupère le plus rapidement son état de repos, qui est responsable d'une fréquence ventriculaire importante lorsqu'on a un patient en tachycardie par fibrillation auriculaire. Et par ablation de la voie lente, qu'on peut contrôler mieux la fréquence ventriculaire quand on a un patient qui n'est pas qui n'a pas eu les critères pour peut-être une ablation des veines pulmonaires ou on a des difficultés à contrôler. En fait, ça, c'est une des diapos anciennes avant l'ère de l'ablation des veines pulmonaires, mais c'est intéressant de comprendre comment la voie lente est importante et c'est elle responsable de la récupération rapide du nœud AV et donc une fréquence cardiaque plus importante en cas de fibrillation auriculaire incontrôlable. La technique pour une étude électrophysiologique, ça aussi, on va le reviser dans la prochaine présentation, mais c'est en fait avec ces cathéters, on utilise nous 3 cathéters le plus souvent, ou standard 4 cathéters, un dans le sinus coronarien, un sur l'auricule droit, un sur le ventricule droit et un sur le point de His. Et c'est en mesurant ces différentes périodes qu'on voit la période et la physiologie normale cardiaque. Et si ça change de la norme, donc on a une pathologie et on peut identifier les différentes tachycardies ou même bradycardies pathologies. Et du coup, on a la période PA, c'est le temps d'activation pour se déplacer dans l'oreillette droite entre la région du nœud sinusal et la région du nœud AV. Cet intervalle est mesuré entre le début
du l'onde P sur le CG et l'électrogramme auriculaire enregistré par le cathéter à faisceau de His. Donc, le faisceau de His, il est sur le His, il est sur il peut enregistrer l'auricule et le ventricule, et on a la réflexion His au milieu. Et en mesurant entre le point le plus précoce de l'onde P et le A, le GM A sur le His, qu'on peut mesurer ce temps PA. Et c'est le temps d'activation mis par le cœur pour déplacer cette stimulation dans l'oreillette droite du nœud sinusal vers le nœud AV. Et la norme, c'est entre 25 et 55 millisecondes. Un autre intervalle important, c'est l'intervalle AH. C'est le temps nécessaire à l'activation de parcourir le nœud AV lui-même. On est là, arrivé dans le nœud AV, et on prend le temps pour arriver vers le His. Il est mesuré entre l'électrocardiogramme auriculaire enregistré sur le cathéter à faisceau His et l'électrogramme His, sur le His toujours, entre le début de cette réflexion A jusqu'au His, on a l'intervalle AH, et la norme, c'est entre 55 et 125 millisecondes. La H elle-même, la durée du début à la dernière composante de l'électrogramme du faisceau de His, et elle représente la conduction à l'intérieur du His. La valeur standard est inférieure à 30 millisecondes. Finalement, la conduction entre le His et le ventricule, c'est le temps en conduction sur le système de conduction ventriculaire spécialisé. Il est mesuré entre l'électrogramme du faisceau de His et la première activation ventriculaire. La valeur standard est de 35 à 55 millisecondes. Et c'est par ces différentes mesures qu'on peut comprendre mieux notre patient pour lequel on fait l'étude électrophysiologique. Et on compare avec les différents chiffres normaux et physiologiques. Et un autre exemple, c'est mon dernier exemple. Par exemple, on a mis ce cathéter dans le sinus coronaire et on voit que les pôles proximales sont les plus proches du nœud AV. Et du coup, quand on a un patient en rythme sinusal, on a ce qu'on appelle une activation concentrique, c'est-à-dire l'activation du ventricule la plus précoce, c'est dans les pôles proximales et non pas distales du cathéter du sinus coronarien. Et donc, là, on va voir ça dans l'autre présentation, mais là, on a des pôles 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et donc, ces pôles chiffrés 10 et 9 et 8 auront et vont enregistrer le signal ventriculaire avant ces pôles. Hani, coup, oui. c'est la trop finale. Oui. La finale. Oui, la finale. C'est juste un exemple. Je sais qu'on a un cours ou une présentation dédiée pour ça, mais c'est un exemple comment on utilise notre connaissance physiologique dans le labo et dans l'étude électrophysiologique. Puisqu'on sait que le nœud AV est là et que tout rythme sinusal doit passer par là avant d'aller là-bas, donc on a cette activation concentrique. Et si on voit un patient, par contraire, il a une activation excentrique, c'est-à-dire le premier où le signal enregistré est plutôt en distal jusqu'à sinus 1, 2. Donc, on a une autre voie que le nœud AV comme une voie accessoire qui est trouvée dans la paroi libre du auricule gauche et donc une voie accessoire à étudier et à ablater si nécessaire. Encore d'autres mesures à faire. Le temps de récupération du nœud sinusal, c'est le temps nécessaire pour que le rythme sinusal reprenne sa fonction Annie, après 30 secondes de stimulation atriale. Annie, s'il vous plaît, oui. Je voudrais poser des questions au docteur parce que c'est trop. Finis ici et pose questions to them. Yeah.
Très bien. Donc là, on a vu ces petits messages sur le système conducteur, le potentiel d'action, les différents types de potentiel d'action, les critères et surtout l'automacité et le mécanisme d'arythmie. Et on va voir dans les autres présentations comment on va utiliser ces connaissances pendant nos études électrophysiologiques pour nos patients pour identifier la pathologie et performer l'ablation si nécessaire. Et merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, Hani. C'est très bien, très bien. Merci. Tu as très bien expliqué les étapes avec des délicates. Bravo, Hani. Maintenant, posez des questions au docteur. Start by the slides. Yeah. Effective refractory period, relative refractory period. D'accord. Yeah. Donc, moi, j'ai une petite... Quelqu'un a une question? Si quelqu'un veut poser une question? Adam Khan, bravo, très bien. Très bien. Ma première question... Bonjour, oui, j'ai une question, c'est Dr Wafa. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Wafa. Merci, Dr Hani Samir, pour cette excellente présentation. Vous avez dit que pour les patients qui sont en fibrillation atriale, parfois on fait juste une ablation de la voie lente, c'est ça? C'est-à-dire qu'on ne fait pas un BAV complet, on ne met pas un pacemaker dans ce cas-là, c'est ça? Merci beaucoup pour votre question. Oui, une bonne question. En fait, on a plusieurs stratégies pour contrôler ces patients. La plus fréquente qu'on utilise beaucoup, c'est, comme vous dites, ce sont des patients qui ont une conduction parfois difficile à contrôler et on fait une ablation complète avec un pacemaker, surtout si le patient est indiqué à une resynchronisation ou quelque chose comme ça. Par contre, une autre stratégie, c'est d'ablater juste la voie lente et donc la stimulation ou la conduction sera surtout sur la voie rapide qui sera en période réfractaire plus longue et donc une capacité à traduire une tachycardie ventriculaire de ce rythme de fibrillation auriculaire plus faible que si le patient a les deux voies en fonction. D'accord, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question si on veut bien retenir ce qu'on a expliqué. C'est quels canaux sont les responsables de la phase 0 de l'action de potentiel? Yeah. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Dr Hanif. Bonsoir, professeur Mevit. Bonsoir. Alors, pour la phase 0, c'est les canaux sodiques. Pour les cellules à conduction rapide. Pour les cellules à conduction rapide. Et pour les cellules à conduction lente, c'est les canaux calciques. Bon, parfait. Merci beaucoup, Dr Chekhatidi. En fait, oui, exactement. C'est en fait une des différences importantes entre les deux types de cellules et leur action de potentiel. Par contre, c'est quel canal est responsable de la repolarisation? Est-ce que c'est différent entre les deux? Si quelqu'un me répond. Présentez ton nom, s'il vous plaît. Man Antum. Je peux répondre? Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est les canaux potentiels pour les deux types de cellules, quelle que soit à conduction lente ou à conduction rapide. Merci beaucoup pour votre réponse. Et c'est qui votre nom, s'il vous plaît? C'est Hadidi Sheikh. C'est Hadidi Sheikh. Hadidi. Ah, c'est toujours Dr Hadidi. Ah, c'est ça.
D'accord. Rien. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Rien. C'est le Marocain. Le Marocain. Allez. C'est un grand plaisir hein, Oui, d'être un Marocain. Oui. Ouais. Vous êtes d'où? Je suis alors, je viens du sud du Maroc. Du sud du Maroc. Ah, Oui, c'est je ça, suis, c'est je suis ça. de Rabat. Je suis de Rabat. D'accord. Ah ouais. Enchanté. T'as Enchanté. l'air de Marrakchi. Oui, c'est ça. J'ai étudié à Marrakech, oui, c'est ça. Ouais. J'ai Je étudié suis à ravie. Marrakech. Oui. C'est pas- Ah oui, je suis Encore, ravi, moi aussi. merci beaucoup. Et donc, encore une question. Les différents mécanismes, c'est quoi les 3 différents mécanismes de l'arythmie? Allez, Hanafi. les 3 différents mécanismes. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Hanafi. Docteur I Hani. miss you. Bonsoir. Merci, tu. Yallah. C'est le problème d'automaticité, c'est le trigger et le réentrée. Oh, parfait. Expliquez le rentrée, s'il vous plaît. Le réentrée, c'est par la voie rapide et la voie lente. Attends. Hani, Hmm. s'il vous plaît, le slide, le présenté de réentrée. Oui, Rentrée. Mhm. tout de suite. Yep. Hanafi, explique D'accord. avec le photo. Ok, d'accord. Allez, Et voilà. Là, voilà. Yeah. Ici. Quand on prend le rythme sinusal, voilà, attendez, c'est ici, oui, exactement. Oui. Pour le rythme sinusal, c'est l'électricité passe par de l'atrium vers le ventricule par la voie lente, par la voie rapide, excusez-moi. Mais quand on prend un trouble de rythme, généralement c'est l'AVNRT, c'est la réentrée intranodale, le passage de l'auricule au ventricule ne passe pas par la voie rapide, il passe par la voie lente parce qu'il y a la période réfractaire qui bloque on peut dire l'électricité, le passage du courant, et ça passe par la voie lente, d'où cette P rétrograde et tout ce qu'on sait à propos le TSV et les troubles intranodales, soit par voie intranodale, par le réentrée intranodale, soit par le recurrent, comment dirais-je. Vous avez compris, non? Oui. Je comprends, mais l'autre docteur. Hein? Oui, c'est fini. Explique encore, Hani, s'il vous plaît. C'est très important pour l'hermologie. Le rentrée est très, très common. Donc, la réentrée, encore une fois. Je pense que vous avez très bien expliqué, docteur Hanafi. Je vais reprendre ce que vous avez dit. Donc, on doit avoir un circuit, un cercle, et avec des critères, 2 critères importants, c'est d'avoir une partie de ce cercle avec une conduction unidirectionnelle. Et cela, on peut l'avoir ou bien anatomiquement, comme dans le nœud AV, comme dans le l'isthme chévotricuspide, où on a anatomiquement ce critère, et avoir le deuxième critère, c'est d'avoir un déclencheur ou un stimulus qui est venu d'une façon probablement plus précoce, puisqu'il a retrouvé ce circuit avec des caractères ou des caractéristiques pathologiques et non pas normales. C'est-à-dire, si on a une stimulation atriale prématurée qui rentre dans ce nœud où on a une voie rapide et une voie lente, la norme, c'est de rentrer comme un rythme sinusal, c'est de rentrer, passer très rapidement par la voie
rapide et bien sûr par la voie lente. Mais puisque là, on est beaucoup plus rapide, on va se retrouver ici et retrouver la voie lente réfractaire à propager ce stimulus et donc générer un circuit. Par contre, le seul chemin sera vers les ventricules et donc ce stimulus va rentrer dans les ventricules et on n'aura pas un circuit de arythmie. Un autre concept très important, c'est que les tissus, les cellules, et ça dans tout notre corps, les cellules à conduction rapide, ils n'ont pas toutes les qualités, quoi. Ils sont très rapides, mais ils sont très lents à avoir leur repos ou ils ont une période réfractaire plus longue que les tissus qui conduisent à une vitesse plus lente. Donc, une cellule à vitesse de conduction rapide, elle a une période réfractaire plus longue. Une cellule de conduction lente, elle a une période réfractaire plus courte. Donc, elle est plus rapide à atteindre un état de repos et de préparation pour rentrer encore une fois en état excitable. Et donc, retournons vers le rythme sinusal. Voilà le stimulus. Il est rentré dans la voie rapide et la voie lente en même temps. Il a pris moins de temps dans la voie rapide, bien sûr. Il est propagé en bas et aussi en haut. En haut, il a retrouvé encore dans la voie lente le stimulus qui vient de haut et il a vu qu'il était en période réfractaire et il est mort ici. Et on a une seule voie qui s'est générée. Par contre, si on a un stimulus qui vient un peu plus précoce, il va retrouver la voie rapide en période réfractaire, puisqu'elle prend beaucoup de temps à regagner son état de repos. Donc, elle n'est pas excitable. Donc, il ne va pas pouvoir passer par là. Par contre, la voie lente, qui a une période réfractaire plus courte, elle sera maintenant prête à propager ce stimulus qui va rentrer dans la voie lente. Il va prendre son temps. Et lorsqu'il est arrivé là, il va se propager vers le ventricule, mais aussi il va retrouver, puisqu'il a pris beaucoup de temps à se propager, il a retrouvé la voie rapide maintenant en dehors de sa période réfractaire. Et elle est prête à faire passer ce stimulus vers le haut. Ainsi de suite, ce phénomène va se reproduire et on a un circuit qui va générer cette tachycardie et cette arythmie. Voilà. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup, Hani. C'était clair pour moi. Mais pour les gens qui comprennent l'entrée mécanisme. Est-ce que quelqu'un a une question sur le mécanisme de la réentrée? Prof, c'est trop tôt pour les débutants, franchement. Un peu, il faut expliquer bien le mécanisme. C'est pour cela qu'il faut avoir un peu de temps pour comprendre tout ça. D'accord. Donc, j'ai besoin d'un volontaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Un volontaire débutant. Merci. Refait. Moi aussi, je n'ai pas trouvé le mot pour expliquer même. Allez, un volontaire très courageux. C'est qui? Musallami in English. Musallami. Ok. Anna Moussia. Ouais. Oui. Yes, sir. Yes, Prof. Merve. Musallami, can you explain re-entry in English? This course is in French and English. So please explain who wants to talk beside Musallami? No, professor called me, but I can wait. Attendez. You are Anna? Yes, professor. Did you Allez, understand? vas-y. Anna, did you understand what Hani said about
re-entry. Re-entry is the most important mechanism in arrhythmias, in AV nodal and tachycardia, also in accessory pathway, but in a different way, and in VT, ventricular tachycardia. Did you understand the mechanism of re-entry? Anna? Yes, Professor. I think I understood. You are from Angola, right? Right, Professor. Okay, so you understood that in re-entry, we have a circuit with two limbs, one with slow conduction, one with fast conduction, with different refractory period between the two limbs. Mosallami, explain in English. Yes, the main idea for re-entry mechanism is that we have two pathway, one slow pathway and fast pathway. When the impulse come bifurcate in two pathways, that when it go for slow pathway, it had delay. So when they finish the slow pathway, it finds the fast pathway is open. So it circle about that, come in slow and go in fast, slow and fast, slow and fast, and make a closed circuit. That's the main idea of re-entry tachycardia. Thank you, Mosallami. Anna, can you explain it? Not in Portuguese, of course, but in English or French? Yes, Professor. Yeah, explain it again, please. This is very important. Yes, I will try to explain in English. Yeah. The main, the critical. Si vous parlez français, vous pouvez le dire en français. Non, Portugal, Portuguese. Okay. The main mechanism here is that we have one circuit with two different refractory periods, and one part of the circuit, one limb conducts faster than the other limb, and when the impulse comes, it may come and be conducted by one limb, and then it goes back by the other limb that were in the period refractory, but is now available for propagate the impulse. Wow, perfect. Excellent. Because we have two pathways. One has fast conduction and long refractory period, which is the fast pathway, and the other one has slow conduction and short refractory period, which is the slow pathway. These differences can help in tachycardia to go down the fast one, and the slow pathway, the retrograde conduction from the ventricle to the atrium. Hani, give me the slide of the refractory period to ask the attendees. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you, Hanafi. Get ready for this question, Hanafi. La. Refractory period. Effective refractory period. Okay. Effective refractory period. Who wants to read it and explain it in French? Should I choose? Hanafi. Oui, professeur. Yeah. Période réfractaire effective. Yes. Bon, c'est l'inexstabilité. On peut dire c'est l'ARP, c'est l'absolu plus, comment dirais-je, c'est le court segment de la phase 3. Comment je vais l'expliquer? Comment, professeur? Bon. Lise la définition de période réfractaire. C'est l'ARP plus le court segment de la phase 3 au cours duquel un stimulus peut provoquer une dépolarisation minimale. بعد خير هذيك ويفي وعفسة سيلولار يجيك الصوت. Quelle parle? Quelle parle maintenant? Qui est parlé? C'est Johnson peut-être. Ok. Ok.
peut provoquer une dépolarisation minimale de la cellule, mais ne se traduira pas par un potentiel d'action propagée. C'est-à-dire que les cellules voisines ne se dépolarisent pas. Voilà. Okay. In English, this is the effective refractory period. ERP. This is the one we write it in the report when we give any stimulus, extra stimulus, and we don't have as a response. We don't have a response. Then we measure this interval. You will see it with working, but I want you to remember from all refractory period, this is the absolute, the effective refractory period, the effective refractory period, effective during extra stimulation for any tissue. We can measure by during electrophysiological study. This is what I really remember. Okay, so Hani, une autre question, s'il vous plaît? Oui. From the lecture. Channelopathy. D'accord. OK. Canal. Dites-moi, c'est quoi qu'est-ce qui se passe si un patient est né avec une gaine importante des canaux sodiques type 1.5 ou gaine des canaux sodiques de sodium. Donc, ça va générer un problème, un syndrome connu. Et c'est donc quoi comme syndrome? C'est le syndrome de Brugada. En fait, la gaine, en Brugada, on a une perte de fonction. Une perte de fonction. La gaine de fonction des ions sodiques va plutôt générer un syndrome de long QT de type 3, surtout le type 3. Par contre, la perte de fonction des ions sodiques ou de sodium qui fait la plupart des syndromes Brugada avec une perte de fonction. Prendre la photo. Le slide. Non, celle-là, il n'y avait pas de slide exact. Okay. C'est le sodium canaux, Oui, les canaux sodium avec une perte de fonction, on a plutôt un Brugada avec une gaine de fonction exagérée et donc on a un syndrome long QT de type 3. Très bien. Une autre question, Annie, s'il vous plaît? Oui. Encore dans les canaux ioniques, quel est le canal responsable de l'automacité des cellules stimulateurs ou du nœud SA, par exemple, le nœud sinusal? C'est les canaux IF. Les canaux IF. Oh, merci beaucoup. C'était qui? C'est docteur. Shout. Quel est votre nom? C'est Hadidi Cheikh. Hadidi toujours. D'accord. Allez, j'espère les autres. Allez, on veut que ça soit très interactif. Hein? Si vous avez des questions, voilà, on discute ensemble. On a quelques minutes qu'on peut discuter. D'accord. Donc, c'est les. J'ai une question, Dr Hani. Alaykoum salam. C'est qui? Oui, c'est Hadidi. J'ai une question, Dr Hani. Bien sûr, oui. Tu as dit que lors de la fibrillation atriale, les intervalles, lorsqu'on a les intervalles RR sur le CJ, lorsque l'intervalle RR est court, ça veut dire que l'influx électrique a été transmis par la voie lente. Oui, c'est quoi la question? La question, j'ai pas compris comment. En fait, c'est un exemple, c'est une des études qui a été faite. C'est un exemple qui va nous expliquer la nature bimodale du nœud AV. Donc, pour bien comprendre, on sait qu'on a un nœud AV. Ce nœud AV, il a des cellules transitoires
c'est-à-dire entre l'auricule et le nœud lui-même. Et ces cellules, ils ne font pas vraiment la vraie fonction du nœud, mais juste une transition entre l'auricule et le nœud AV pour conduire l'impulse jusqu'au nœud. Puis, on a la partie qu'on appelle le nœud compact. Qui est formé de qui est très rigide en fait, très fort, très formé de deux voies importantes. C'est la voie lente et la voie rapide. Et pour comprendre les différentes caractéristiques de ces deux voies, on sait que la voie rapide, elle a une vitesse de conduction très importante, mais une période réfractaire plus longue. Par contre, la voie lente, elle a une conduction ou une vitesse de conduction plus lente, mais une période réfractaire plus courte. Et donc, elle est beaucoup plus prête que la voie rapide à retrouver son repos et être excitée par un autre stimulus après le précédent ou suivant. Des applications très importantes que Dr Mervat, Dr Hadidi et Dr Hanafi nous a expliqué un peu, c'est la réentrée, la tachycardie par réentrée, qui en fait utilise ces caractéristiques différentes des deux voies pour générer la tachycardie par réentrée. Un autre exemple que j'ai mis pour mieux expliquer et mieux comprendre la nature bimodale de ce nœud AV, il y avait des études qui montraient qu'avec les patients en fibrillation auriculaire, le vrai responsable, si vous avez une tachycardie très importante, difficile à contrôler, d'après vous, si je me suis bien expliqué, sera la voie lente ou la voie rapide? C'est la voie lente, parce que, comme tu as dit, que la voie rapide a une période réfractaire qui est longue. Voilà. Ça sera la voie lente. Bien que logiquement, on va penser, merci beaucoup, c'est juste, c'est bien que logiquement, on va dire, c'est la voie rapide qui va faire passer beaucoup plus de tachycardie transmises par la fibrillation, mais en fait, dû à sa période réfractaire plus longue, elle est plus calme, on va dire. L'autre, puisqu'elle a une période réfractaire plus courte, elle est plus prête à faire passer les impulses de la fibrillation auriculaire. Et donc, on peut l'ablater pour diminuer un peu ce flux dans les patients difficiles à contrôler. À nos jours, on ne fait pas beaucoup de ces patients, même ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, parce qu'on a aujourd'hui l'ablation par isolation des veines pulmonaires, on a d'autres idées. On a, comme le docteur a dit, mettre un stimulateur cardiaque si le patient en plus a autre indication. Donc, on a une modulation de l'AV. Donc, on a beaucoup plus d'outils, de solutions. Mais une des stratégies décrites, c'est l'ablation de la voie lente. Et là, l'exemple était pour que vous compreniez la différence entre la nature et la caractéristique des voies lentes et des voies rapides. OK? OK, merci Hani. Voilà. C'est-à-dire, Dr Hani, Hanafi. c'est-à-dire, Dr Hani, avant de mettre un pacemaker, on peut essayer l'ablation de la voie lente? Par exemple, si on a les moyens. Pourquoi pacemaker? Pour une FA, par exemple, avec une fréquence qu'on ne peut pas contrôler. Et on a une cardiomyopathie dilatée et le patient très symptomatique. Ablation for AF for rapid ventricular response and dilated myopathy. This is why, yeah? Voilà. Avant, par exemple, de mettre un CRT et l'ablation du nœud, on peut essayer l'ablation de la voie lente?
Non, mais là, vous avez une autre indication. C'est vous avez besoin du traitement de résynchronisation puisque Non. vous avez une insuffisance cardiaque. J'ai Donc, compris. Voilà. Après, par exemple. حنفي Oui. قول سؤالك بالعربي عشان انا عايزه افهم. دكتورة أنا هقول لحضرتك هو بيسأل حضرتك if we have a patient with atrial fibrillation ماشي. and this patient has rapid ventricular response, ماشي. Exact. difficult to control with medication, اوكي. and he has heart failure اوكي. with indication for CRT. ماشي. Would you do ablation for the AV node and put the CRT? This is one question. The first question. Would you do that? First, you place the pacemaker to ensure that the patient is paced and the leads are in place and there is no infection, because you are going to create heart block and the patient will be pacemaker dependent. Okay. Prof, instead of the ablation of the AV node, we can ablate the slow pathway. The slow pathway. Yeah. Was in atrial fibrillation, there was a theory that the fast conduction comes from conducting through the fast pathway and the slow pathway, but this is not applied. You cannot go and ablate the slow pathway and say that the AF will be controlled. No. When you go for ablation of atrial fibrillation, rapid ventricular response, after placing a pacemaker, CRT, or his bundle pacing lead and ensuring good pacing, you go for the fast pathway. You go to ablate the compact AV node, suprahysian, because you want to go ablate the AV node, not the his also. And sometimes, Hanafi, believe me, it is very difficult to ablate this because the heart is dilated, the AV node is hidden somewhere. So for rate control or for patient with heart failure from rapid atrial fibrillation, not controlled by medication, we go and implant a CRTP, most probably, or we implant a device with his bundle pacing or left bundle area pacing and a backup a ventricular lead sometimes. Then after 1 month from when you're sure that the leads are in place and the patient has no infection after implantation, then you go and ablate the compact AV node, the fast pathway, of course, because the slow pathway will not happen. Understood? Thank you, Prof. We have 2 questions in the chat room, Yahani. Can you read them or should I read them? Yes, I can if you want me. Yes, please. From Anna Muslima, the first question. Le mécanisme overdrive suppression, s'il vous plaît. Le mécanisme overdrive suppression, we will say it in the sessions of the supraventricular tachycardia, but we can explain. Remember that the heart listens to the faster. The pacemaker of the heart is the fastest rhythm. Like if you have a sinus tachycardia, so this is the rhythm. If you have supraventricular tachycardia and you are faster than the sinus node listens to this rhythm. Overdrive is the same. Well, if you have supraventricular tachycardia at 200 beats per minute, if you pace the heart either from the atrium or the ventricle at a rate faster than 200, like at 220, you can overdrive. Overdrive, yes, that's go faster, the rate of the tachycardia. And when you stop, you can terminate the tachycardia. Or you get something else we'll explain in other session. قولها بالفرنساوي يا هاني. OK. So, la réponse, selon le professeur Mervet, donc, si vous mettez, comme on l'a dit, on a 2 théories importantes. Le stimulus le plus rapide, c'est celui qui orchestre la stimulation cardiaque. Et donc, aller au plus haut de la fréquence cardiaque de l'arythmie
et arrêter d'un coup. Donc, si vous mettez une fréquence plus rapide, le cœur vous suit et vous arrêtez tout d'un coup, vous arrêtez la tachycardie. Et comme on a dit dans la présentation, oui, puisqu'on a dit un petit mot sur le overdrive suppression, et le mécanisme physiologique au-dessous de ce phénomène est l'activation importante de la pompe sodium-potassium. Et donc, vous l'activez très rapidement et beaucoup, qu'il y a une accumulation de sodium dans les cellules, ce qui la rend plus difficile à récupérer son repos et donc plus difficile à être excité et donc arrêter l'arythmie. Voilà. Merci beaucoup, Hani. Une autre question? L'autre question, je pense, on l'a répondu. C'était toujours sur la tachycardie par fibrillation, auricular fibrillation, and how it is transmitted by the AV node. Okay. Yes, does it pass in the slow? And if we can see that on the ECG, on the ECG, can we see that on the ECG, Professor Mervet? Can we identify if it was transmitted over the slow or? During atrial fibrillation, you cannot see this is a theory that the fast conduction, because the impulse is traveling through the fast pathway and the slow pathway. This is a theory. You cannot see it in atrial fibrillation, but you can see it sometimes during a premature beat, during sinus rhythm, and patient who has a dual AV node like a slow pathway and fast pathway, you can see an atrial premature beat conducting through the slow pathway. Hani showed it in the mechanism of the re-entry. Hata Hani. Slide بتاعت re-entry. Yes. In the present, if an impulse here, look at the second one with APD, premature atrial beat. If the impulse goes and finds that the fast pathway is refractory, the slow pathway has a shorter refractory period than the fast pathway, and the premature beat is conducted. Look at the P wave and the PR interval. This is on the ECG. This is reflected on prolonged PR interval. This is a conduction through slow pathway. Sometimes the Holter, you see this, a patient has supraventricular tachycardia, and it is not recorded ever, but some PECs on the Holter can conduct through the slow pathway. Then you have to think, yes, this patient has a dual AV node physiology. Most probably he has AV nodal re-entrant tachycardia. اشرح بالفرنس يا هاني. Voilà, donc oui, on ne peut pas voir une tachycardie par fibrillation auriculaire sur le CG si elle est passée par la voie rapide ou la voie lente. Donc, c'est impossible sur le CG pendant une fibrillation auriculaire. Par contre, sur un Holter, parfois, si un patient a cette bimodalité bien claire, on peut voir que qui est venu vers la voie rapide, la trouvé réfractaire, et donc Docteur Hussein, s'il vous plaît, fermez le microphone. Vers la voie lente et passer vers le ventricule. Et du coup, sur le CG, que vous pouvez récupérer sur un Holter parfois, de voir un intervalle PR qui est allongé puisqu'il est passé vers la voie lente et a pris plus de temps et donc un délai PR qui est plus important. Akilou, tu as une question ou je pose une question? طيب بلاش. ها؟ Merci professeur, on a suivi avec attention. Akilou. Ok.
Douala, Jean-Paul. Jean-Paul from Douala. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Est-ce que tu as une question? Ou Hani pose la question? Tu veux une question? Hein? Dis-le, Salihen. Donc, docteur, bonsoir. Bonsoir, professeur. On se demandait sur les différents mécanismes de l'arythmie. On a parlé de la réentrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme de l'automacité? Hello. Très bien. Yalla. Allez. Est-ce que vous l'avez, juste en quelques mots, est-ce que vous l'avez compris? C'est quoi la... Le microphone, à quel eau? Oui, professeur. Merci. Ouvrir le microphone. Oui, c'est bien. Oui, j'ai ouvert, professeur. Oui. Est-ce que tu comprends le mécanisme d'arythmie? Oui, j'ai bien suivi, professeur. Ok, c'est bien. Les trois mécanismes des arythmies. Ce sont les trois mécanismes des arythmies. Qui sont les trois mécanismes? What are the three mechanisms? Yeah. Ah. Les trois mécanismes, c'est l'automaticité, yeah. les triggers et la réentrée. Rentrée. Oui. Très bien. Et combien d'étapes de trigger? Activité déclenchée. Les deux types de l'activité déclenchée, c'est quoi et quoi? Les types. Les types, c'est les postes et les activités déclenchées postes. Oui. Postes de polarisation. Oui. Déclenché. Très bien, très bien, très bien. Oui. Bien, Akilo. Oui. Très bien. Je suis très content. OK. Docteur Alawi. Docteur Alawi. Alawi. Eh? Alawi, oui. Donc, Alawi. le mécanisme des arythmies, nous avons les activités déclenchées et les triggers. Dans les activités déclenchées, oui. Activité déclenchée, c'est la dépolarisation d'une cellule déclenchée en une activation précédente. À ce moment-là, la période post-dépolarisation précoce va se précoce ou retardée, où le potentiel de membrane se dépolarise, en fait. Bon, pour le trigger, je n'ai pas bien compris. Voilà un peu ce que j'ai retenu de la leçon. Hani, expliquez encore le mécanisme de trigger. Yalla. Très bien, très bien, très bien. Je suis très contente. Alors. En fait, vous l'avez très bien. Quel est votre pays? C'est le Tchad. Hein? Tchad. Le Tchad. Tchad, ok. Oui, Jamena. Oui. Oui? Oui, c'est le Tchad. Tchad, ok. Tchad. Ouais. Ok. Hani, expliquez, s'il vous plaît, l'activité déclenchée post et l'activité déclenchée retardée, please. Yeah. D'accord. En simple explication, merci beaucoup, docteur Alaouia, pour votre explication très claire. Donc, comme vous avez dit, on a l'automaticité anormale, la réentrée, là, on est clair. L'activité déclenchée, on a deux types. Et là, l'idée, c'est qu'on a deux stimuli ou deux réponses avec un seul stimulus, un qui était
physiologique et l'autre qui est pathologique. Le pathologique, il peut être, et ce qui est responsable de ça, c'est une anormalité qui a été faite dans les canaux sodiques ou calcium au niveau surtout de la phase 2 et 3 de l'action potentielle. Si c'est précoce dans la phase 2 et 3, on l'appelle une activité déclenchée précoce. Si l'activité ou la réponse pathologique a été déclenchée à cause d'une perturbation de la partie finale de la phase 3, donc on l'appelle une activité déclenchée retardée. Et le responsable de ce genre de tachyrythmie ou de irrégulation, c'est un problème surtout avec la façon par laquelle la cellule gère son stock de calcium. Donc, dans la plupart des syndromes et des problèmes de l'activité déclenchée, on a un comportement des canaux et des ions calciques qui a été perturbé, ou bien d'une façon précoce, donc précocement, une réponse double à un stimulus singulier précocement, ou une réponse double à un stimulus singulier, mais d'une façon retardée. Voilà. Oui, l'activité déclenchée précoce, c'est la cause de la torsade de pointe. Oui. De QT lent. C'est le mécanisme principal de la torsade de pointe. Et c'est pour cette raison on les voit essentiellement en cas de BAV. Et c'est pour ça aussi que l'Isuprel, le médicament, il doit être évité. Certes, il va accélérer la fréquence, mais qu'il va augmenter aussi les activités déclenchées en phase 3. Donc, il ne faut pas le donner aussi en perfusion continue. Super, super. My best. Thank you, professeur. Okay. Il y a une question posée par Mac Bouker. Ouvrez le microphone, s'il vous plaît, Mac Bouker. Professeur Melvet, c'est moi. MacBook Air, c'est Wafa. Yes. طيب يا بكير انت. J'ai envoyé un ECG de dualite nodal en sinusale. Mais شكرا. C'est pour vous aider à expliquer. C'est la double fire tachycardie, yes. OK, encore. Akilou, خلاص. Oui. Doctora Foufa. Oui, bonsoir, professeur. Docteur Foufa. Oui, c'est docteur Fofana Daouda. Une question, Hani. Yalla, l'arisme stechnit. Je pense que le docteur Lucien du Tchad, il avait peut-être confondu les deux termes trigger et activité déclenchée. En fait, je veux dire la même chose, je pense bien. Oui, je voulais en fait, qu'il nous fait la différence. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est différent? Je pense bien que selon son explication, c'est la même chose. Apparemment, oui. Une question, pose une question par docteur Fofan. La Fofan, ça. Non. Bon, en fait, je n'ai pas de question, mais c'était juste pour éclaircir ce petit point par rapport à la question du docteur Lucien du Tchad. OK. Docteur Jérôme Boumbi. Oui, j'ai compris. J'ai une question. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Est-ce que tu as une question ou je posais une question? Je n'ai pas de questions, professeur. OK, Hani, yalla, dis-nous su'al. Hani. Donc, comment et quels canaux sont impliqués à la phase du plateau de l'action de potentiel? Oh, that was a question in the era. Yalla, musallami. Merci, docteur.
Les canaux qui sont impliqués à la phase de plateau du potentiel d'action sont les canaux calciques. Ok, très bien. Et qui encore? C'est en fait Les canaux potassiques aussi. Voilà. Oui. C'est en fait ce contre-courant électrique équilibré entre le potassium et le calcium. Oui. Tout à fait. Quelle est la différence entre هات اللي قبلها هاني؟ هات اللي قبلها؟ هات الصورة اللي قبلها، السلايد اللي قبلها. Allô, professeur, je n'ai pas suivi la question. بتاع الاس نود والاي نود مع ال لا مش دي، يمكن كان بعدها بقى. Voilà. What is the difference between the action potential of the S node, which is high up, and the myocardial tissue, which is down, or Purkinje potential, which is down? Anyone can answer this question? قولوه لهم بالفرنساوي يا ابني. C'est quoi la différence? Je pense qu'ils ont compris. La différence entre le potentiel d'action des cellules d'automatisme du nœud SA et le potentiel d'action des cellules cardiomyocytes et Purkinje qui est au-dessous là. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, en fait, la différence se situe au niveau de la phase 4. Oui. Donc, là où l'activité au niveau du nœud sinusal n'est jamais totalement au repos. Pas de repos, oui. Voilà. Donc, la phase 4, il existe une petite activité permettant de régénérer encore le potentiel d'action. Très bien, c'est une des différences. Donc, la phase 4 est toujours en déséquilibre, on va dire, en activité, et d'où l'automatisme. Et pourquoi elle est toujours pourquoi elle n'est pas plate là comme l'autre? C'est qui est responsable de ça? C'est les canaux IF. C'est à raison de l'existence des canaux IF. D'accord. Une autre question. Une autre différence, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre? Il y a aussi l'absence des phases 1 et 2. Voilà. Le plateau, là, il pas de plateau pour la conduction lente. D'accord. Une troisième comparaison. Allez. Là. Oui, il y a le... Sur la phase. La phase 0. C'est ça, oui. Phase 0, oui. OK. C'est quoi la différence? Merci beaucoup. La vitesse de conduction, alors, il est plus rapide. Pour les cellules à conduction rapide, le plateau est rapidement atteint. D'accord. Et c'est qui est responsable de ça? C'est le courant sodique pour les cellules à conduction rapide. Très bien. Par contre, là, on n'a pas de cellules, des canaux sodiques, mais on a plutôt le flux du calcium. Calcium. Oui, c'est ça. Parfait. OK. J'ai une question. Yann, s'il vous plaît, posez Oui, bien sûr. Voilà, je voulais que Anis peut revenir sur les techniques pour l'électrophysiologie standard où il a parlé de AH et puis PA, tout ça là, je n'ai pas bien compris l'enregistrement, comment ça se fait, et puis il en a parlé. Je n'ai pas bien suivi ça. Je vous rassure, Dr Mervat, le docteur, il demande sur la technique de l'EP study, l'electrophysiological study. Le prochain cours,
je voudrais expliquer le technique de l'électrophysiologie. C'est le basique, c'est épi-basique, la physiologie, anatomie, c'est très important pour étudier avant faire les catheterization. Oui, donc c'est très important, la physiologie et l'anatomie. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a un cours dédié, ce sera le prochain. Comme professeur Mervat a dit, le prochain cours sera dédié simplement pour comment faire l'étude électrophysiologique de base ou standard. Donc, on va revenir sur tout ça. L'idée, c'est de tester et d'examiner tous ces concepts physiologiques pendant l'étude. D'accord? OK. J'espère bien que vous avez reçu les cours et les vidéos, que vous avez bien appliqué tout ce que appris dans le premier cours. Aujourd'hui, merci beaucoup, Hani, et merci beaucoup pour tous les attendus. C'est très bien court et nous attendons pour tout jeudi le prochain. Salam alaikum. Merci, Hani. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, docteur Hani. Merci, professeur. Merci. À la prochaine. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, shukran. Merci, ma salam. Alaikum salam.